Erev Tov, bonsoir à tous et à toutes. On est avec Midreshet Yehuda Manitou, on est avec Eliezer et moi personnellement, je suis sûr encore beaucoup d'autres. On est très heureux de continuer puisqu'on avait déjà parlé du Rav Kook au cours précédent. Et cette fois, le thème, c'est le Rav Kook pendant les pogroms de 1929 et également la fameuse affaire du Kotel. Alors, je ne sais pas si cette série va continuer, mais en tous les cas, je suis très content que ce soit sur le thème du Rav Kook. Bonne étude à nous tous. Shalom, chers amis. Tout d'abord, après une très juste remarque de Johan, la dernière fois, je n'ai pas mentionné mes sources. Je pense que c'est une chose très importante. Alors là, je les ai en partie amenées. Alors bon, il y a une source qui est l'encyclopédie de la Tzionut Hadatit, Encyclopédie chez la Tzionut Hadatit, où il y a un très très long article sur le Rav Kook. Avec beaucoup de sources historiques, avec beaucoup de détails qui, pour beaucoup aussi, sont très peu connus, qu'on ne trouve pas dans d'autres livres. Un autre livre, je pense qu'il est plus connu, c'est le livre Malachim Kebnei Adam, sur le Rav Kook, qui a été écrit par Simcha Raz, qui lui aussi consacre pas mal de chapitres, tant à l'affaire du Kotel qu'à l'affaire au pogrom de Hebron, de Motza à Jérusalem. Troisième livre, c'est Aish Neged Azerem. Aish Neged Azerem, ça c'est un livre qui a été écrit par Rav Shmuel Avidor HaKohen, qui a été même signé, authentifié, autorisé par le Rav Tzvi Yehuda Kook pour sa véracité. Maintenant, voilà. Mais cela dit, au niveau historique, les livres qui sont les plus justes, eh bien, c'est l'encyclopédie de la Tzionut Hadatit, et puis c'est celui de Simcha Raz, le livre du Rav Shmuel Avidor HaKohen. Il décrit, il est plus prosaïque, bien entendu, il est aussi précis, mais bon. Maintenant, quatrième chose, il faut savoir que aussi c'est Yossi Sharvit qui a fait toute une recherche sur ce sujet. Sur toute cette paracha. Beaucoup des livres, en tout cas le livre de Simcha Raz, se fonde beaucoup sur lui. Bon, ça, c'en est pour les sources. Maintenant, le Rav Kook et la Grande-Bretagne, à la lumière des événements du Kotel et et du pogrom de Hebron, de Tarpat de 1929, ça prend une tournure toute différente, ça passe pratiquement à la confrontation ouverte. Et avant d'entrer dans le détail, il faut aussi dire que ces années, on va parler, je vais donner la chronologie dans quelques minutes, mais ces années qui vont entre la fin de 1928, plus précisément entre Yom Kippour de Tarpat, Tafreish Peitet, mais c'est encore 1928, c'est-à-dire septembre-octobre 1928, et jusqu'à la fin de l'année 1930, début de l'année 1931, avec les conclusions et les suites de la Parashat HaKotel, on peut dire jusqu'à Yom Kippour de 1930. Ces 2 années qu'on va prendre, eh bien, durant ces 2 années, les événements qui se sont produits en Eretz Israël, c'était véritablement des événements d'une époque charnière qui ont fait prendre conscience au Yishuv qu'on entre dans un nouveau stade, dans une nouvelle étape de notre retour sur notre terre. On a compris, c'est dans ces années-là qu'on comprend que nos relations avec les Arabes ne seront plus jamais telles qu'elles étaient jusqu'à présent ou telles qu'on se les représentait jusqu'à présent. Les pogroms qui se passent une semaine exactement après le Tisha B'Av de 1929, ce sont des pogroms où rien qu'à Hebron, plus de 60 juifs sont tués, massacrés. Des juifs sont massacrés à Jérusalem. Il faut savoir que les pogroms commencent à Jérusalem, dans la vieille ville, à la sortie de la vieille ville, à la sortie de la porte de Shrem, le quartier de Nissanbek,
jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelait quartier Nusanbek, à Tzfat, à Tibériade, ailleurs. C'est un point tournant. C'est un point tournant aussi par rapport au Kotel, à notre relation au Kotel et à notre prise de conscience ô combien ce lieu est le point focal et le point central de notre retour et de nos relations aussi avec les Arabes. On se rappelle que le Mufti Hadj Amin el-Husseini de Jérusalem, Yimach Shemo Vezichro, a choisi comme cri de ralliement du mouvement arabe, et je tiens bien à dire arabe, pas palestinien, arabe, eh bien, Al-Aqsa est en danger. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, c'est encore une fois le rôle central du Rav Kook. Pourquoi? Parce que ces événements se déroulent alors que tous les dirigeants du Yishuv, tous les dirigeants de l'organisation sioniste, eh bien, ils sont à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est le jour du congrès, c'est le congrès de Zurich qui s'achève à peine quelques jours avant Tisha B'Av, mais on sait, à l'époque, ce n'est pas des avions. Pour arriver ici, il faut prendre des bateaux, ça prend des semaines. Donc, les gens, ils ne sont pas là. Le seul leader du Yishuv qui est là, c'est le Rav Kook. On va parler aujourd'hui de beaucoup de choses. On va parler des pogroms de Hebron. On va parler du chauffard, du Rav Moshe Segal qu'il sonne à la sortie du Yom Kippour. On va parler des livres blancs, de 2 livres blancs. Le deuxième livre blanc qui s'appelle le livre blanc de Passfield de 1930. On va parler du livre blanc sur le Kotel, la position britannique sur le Kotel. On va parler de 2 commissions, de la commission Shaw, qui fait suite aux émeutes et aux pogroms arabes de 1929, et on va parler de la commission internationale sur le Kotel qui va siéger à partir de printemps 1930. Et voilà, et on va aussi parler de beaucoup d'autres choses. J'espère ne pas vous embrouiller. C'est pour ça que au début, je veux présenter quelques dates pour essayer de rendre la chronologie claire et que tous les moments forts dont on va parler, eh bien, qu'ils puissent être attachés à une suite cohérente qu'on puisse garder à l'esprit. Bon, ça commence, vous pouvez le noter, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de… passant des heures et des heures véritablement pour préparer ce cours parce que ça m'intéresse énormément. Je n'ai pas eu le temps de le mettre sur ordinateur pour vous montrer. Ensuite, vous pourrez l'écrire et vous l'envoyer si vous voulez. En tout cas, vous pouvez noter Yom Kippour 1928, ça commence. Yom Kippour 1930, c'est-à-dire Taf Reish Tzadik Aleph, ça se termine. Ça commence les premiers jours de Tarpat, ça s'achève les premiers jours de Taf Reish Tzadik Aleph. Ça, c'est pour les deux parenthèses. Maintenant, entre ces parenthèses, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, il y a ensuite là, le 9 Av de 1929, Tarpat, qui est une date très importante, on va en parler. Et puis, avec la démonstration, la manifestation de milliers de Juifs, le jour du 9 Av, qui s'achève au Kotel avec un serment où les Juifs disent à Kotel, Shema Israël, à Kotel Kotleinu, à Kotel Echad. Un serment et une formule qui a été formulée par le Rav Kook. Une semaine après, c'est les pogroms. 1929, une semaine, c'est-à-dire les dates
Yud, Yudret, un peu avant, de Av 1929, c'est les pogroms qui commencent, comme je l'ai dit, à Jérusalem, qui continuent à Moza, et puis qui s'achèvent avec le massacre de Hebron. Ensuite, on continue. C'est deux commissions. D'abord, la commission britannique Shaw, S-H-A-W, et puis qui parle des émeutes, des pogroms, etc. Et puis la commission internationale qui se tient un peu plus tard sur le Kotel avec les témoignages du Rav Kook devant ces deux commissions. Et pas seulement ce témoignage, mais une véritable lutte qui est menée à ce sujet dans le monde entier, pas seulement en Eretz Israël. Et ensuite, eh bien, on s'achève, comme je l'ai dit, Yom Kippour, 2 années après, Taf Reish Tzadik Aleph, 1931, avec le chauffard et fin et suite de la confrontation au sujet du Kotel. Donc, je répète, les deux dates charnières, Kippour 29, Kippour 31, d'un côté, entre les deux, Tisha B'Av avec la démonstration, la manifestation de 1929, de Av 1929. Ensuite, une semaine après, les massacres, Hebron, Motza, Yerushalayim, Tzfat et compagnie. Ensuite, les deux commissions, 30 et jusqu'à Yom Kippour 1930, Tafresh Tzadik Aleph avec le chauffard. Beseda, Atkan? Ça va? Ok, donc là, c'était juste pour essayer de faire de l'ordre dans les esprits pour qu'ensuite le récit il soit plus clair. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à les poser, sinon on continue. Yesh, un chaud? Non? C'est d'Agamon. Vous pouvez poser par écrit, bien entendu. Ok, donc, qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour 1929? Yom Kippour Tarpat. C'est au tout début de l'année Tarpat. Makoré. Eh bien, des Juifs, naturellement, on vient prier au Kotel. Le Kotel, il faut savoir, il fait 28 mètres de longueur sur 3 mètres et demi de largeur. Okay? C'est les mesures. Et derrière, c'est les maisons de ce qu'on appelle des Mougrabim, des Arabes qui sont venus quelques siècles avant, qui ont été importés véritablement par l'Empire ottoman, du Maghreb, du Maroc, le char Tzion, ce qu'on appelle ça c'est encore, on est encore en 1928. On est en 1928. Tarpat, le début de Tarpat, c'est la fin de 1928. Yom Kippour. Et puis, les Juifs, pour prier, eh bien, ils amènent des chaises pour s'asseoir. Et puis, ils mettent aussi une mechitza entre la Ezrat Nashim et Ezrat Gvarim. Les Arabes qui ont vent de ce qui se passe, ils disent mais le statu quo a été enfreint. Les Juifs ont osé attacher une ficelle au Kotel et amener des chaises. Entre parenthèses, soit dit, le statu quo, effectivement, depuis 22 et depuis 1913, avec les Turcs nous avaient interdit de faire ça et nous, chaque fois, on devait payer du bakshish pour pouvoir amener des chaises au Kotel sans être importunés. Donc, cela dit, les Arabes appellent les Anglais, ils disent infraction au statu quo, il faut faire quelque chose. Donc, les Anglais envoient leur officier enlever la mechitza. Il le fait avec beaucoup
comment dire, sans grande politesse, il a laissé ses manières britanniques de côté. Et top, c'est ce qui se passe. Les Juifs se sentent humiliés. Il y a des centaines et des milliers de Juifs qui se pressent autour du Kotel. Ils se sentent humiliés. On leur prend les chaises. Des vieillards doivent se tenir debout pendant des heures. Et ensuite, Ken, de Kippour 28 jusqu'à Kippour 30. Et ensuite, il commence toute une campagne où, tout d'abord, il y a un jour de jeûne, il y a une ta'anit qui est tenue le mois qui suit, ou le mois de Mar Cheshvan, et le Rav Kook écrit une exigence vis-à-vis des Britanniques où il demande que des représentants juifs soient habilités à surveiller tout ce qui se passe au Kotel et à faire des changements, tous les changements qui sont nécessaires. S'il faut accrocher une mechitza, on accroche une mechitza. S'il faut séparer, on sépare. S'il faut appuyer des chaises, fixer des chaises, etc., eh bien, on amène des chaises, etc., etc. Donc, les Anglais, à l'époque, ils commencent déjà à changer d'humeur. Pourquoi? Parce que jusque-là, il y avait deux hauts commissaires. Le premier, c'était Herbert Samuel, qui était un juif. Le deuxième, c'était Lord Plummer, qui n'était pas juif, mais qui était assez pro-sioniste, qui était assez favorable. Et c'est ainsi que jusqu'en 1928, Veshakta Haaretz, comme on dit, Sheva Shanim. Depuis 1921 jusqu'en 1928-29, il n'y a pas eu d'émeute. Les Anglais ont amené ce qu'on appelle leurs Irlandais, les forces qui ont maté le soulèvement en Irlande. Ils ont amené ces policiers en Eretz Israël. Ils savaient mater, ils ont maté les Arabes. Même lorsque Balfour est venu en 1925 en Eretz Israël, il a été accueilli sans aucune manifestation arabe, alors que Mufti était représentant des Arabes depuis déjà quelques années, depuis 1920. Et tout était calme. Pourquoi? Parce que les Anglais, à l'époque, tenaient l'ordre. 1928, entre un nouveau haut-commissaire, il s'appelle Chancellor, qui est un arabisant, qui vient du ministère des colonies, qui a une position beaucoup plus anti-juive, beaucoup plus pro-arabe, qui comprend beaucoup moins la réalité des choses en Eretz Israël et qui amène aussi son secrétaire, Locke, qui est un juif converti au christianisme, dont on peut déjà résumer de son amour pour le peuple éternel. C'est plus ou moins ce qui se passe. Et donc, les Anglais, eh bien, ils commencent à insister dès les ces premières plaintes arabes, ils commencent à insister sur le fait que les Juifs reconnaissent qu'ils n'ont aucun droit au Kotel. Le Rav Kook, au contraire, commence à mener toute une campagne. Tout d'abord, alors Locke l'invite, lui téléphone et lui dit, écoutez, vous savez que par votre appel, que les Juifs aient main mise sur le Kotel et droit de décision sur le Kotel, compétence pour faire ce qu'ils veulent sur le Kotel, eh bien, vous allez causer un soulèvement arabe de grande envergure. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, tout d'un coup, le Rav Kook, il reçoit chez lui, parmi beaucoup d'autres lettres, une lettre sur laquelle il est écrit avertissement. Avertissement, et c'est une lettre qui est envoyée par le comité de salut arabe de Haj Amin el-Husseini, où il est écrit les choses suivantes. Mais sachez bien que l'esplanade, pas l'esplanade, la petite place
en face du Kotel, c'est la place de El Bourak, le cheval où Muhammad a attaché son cheval avant de partir recevoir les prières. Et elle appartient, cette place, au Waqf. Et les Juifs peuvent y prier. S'ils peuvent y prier, c'est uniquement parce qu'on leur fait grâce. Ils n'ont aucun droit en tant que tel, autonome, mais c'est uniquement parce qu'on leur fait, le monde musulman, grâce et accorde le droit d'y être présent à condition que les Juifs maintiennent le statu quo et qu'ils n'y amènent rien, etc., etc. Bon. Là, la menace, elle est ouverte. Et le Rav Kook, il comprend que ça ne peut plus rester à un niveau, comment dire, à un niveau de relation où il essaie de faire pression sur les autorités britanniques. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit des lettres qu'il adresse à tous les rabbins. Grand rabbin d'Angleterre, grand rabbin de France, grand rabbin d'Australie, grand rabbin des États-Unis, enfin les rabbins, il n'y a pas de grand rabbin aux États-Unis, les rabbins, les autorités rabbiniques aux États-Unis, aux communautés juives, partout, il dit qu'il faut que le peuple juif se mobilise pour le Kotel. Les Arabes sont en train d'inciter le monde entier et les Britanniques, etc., pour nous priver du Sarid Mikdashein, de ce qu'il reste de notre temple. Et il écrit, le Rav Kook, il écrit un article qui s'appelle Kotleinu. Vous le trouvez à la page 356 du Mahamarei Areaya. C'est un article qui est paru en Mar Cheshvan, c'est-à-dire novembre plus ou moins 1928, en réaction à la position britannique qui a été émise dans le livre blanc sur le Kotel. Il faut savoir que les livres blancs, ce n'était pas seulement des livres blancs généraux comme on connaît, mais il y avait des livres blancs comme celui sur le Kotel, plus particulier, où les Britanniques déclaraient leur politique vis-à-vis de tel ou tel sujet. Et bien là, à ce sujet, les Britanniques, ils ont dit que le Kotel, ils ont épousé la position arabe en disant qu'effectivement le Kotel, ça appartient aux Arabes, il y a un statu quo, les Juifs n'ont pas le droit d'y sonner du chauffard, d'y amener des chaises, d'y mettre des méchitzot, d'y mettre de la lumière, etc., etc. Aucun changement. Et là, le Rav Kook, en réponse à cela, dans le cadre de sa campagne, tant en Eretz Israël que dans le monde entier, sa campagne internationale, il dit Kotleinu, et il l'intitule Les Israël ve les Amei Atarbut Kulam, au peuple juif et à tous les peuples, comment dire, des lumières, des peuples cultivés, le peuple de culture. Et là, il écrit, bon, il parle tout d'abord, naturellement, que du peuple éternel. Il continue à parler de l'âme de ce peuple, de ce peuple qui se révélait par le livre des livres, et que ce peuple, il a aussi un temple. Et ce qu'il reste, et ensuite ce temple a été détruit par les nations,
Et il n'en est resté que le Kotel. Et puis, ce peuple, il a aussi un jour saint particulier. C'est Yom Kippour. Et voici que ce peuple éternel se rassemble devant la relique de son saint des saints, de son temple, et le jour le plus saint de l'armée. Et qu'est-ce qui se passe? Ubeyom Agadol ve'Akadosh, au jour grand et saint, Beyom Kippourim, quand tout le peuple, quand toute sa diaspora vient prier, etc., eh bien, il y a Veine Baou Ele, arrivent ceux-là qui sont en apparence les émissaires du peuple, du grand peuple porteur de la culture et de l'éducation, le peuple britannique, et de manière grossière, dénuée de toute culture, ils détruisent ils détruisent ce que nous avons, nos pensées sur ce côté. Et kol binyanei ha'atzilut amitrakamim benishmot amitpalelim. Ils détruisent notre prière, ils détruisent la mechitza, etc., etc. Donc là, dans Kotleinu, il finit en disant, et faites attention, veillidou veillakiru, que tout le monde sache et prenne connaissance, mi uze a omed achar Kotleinu. Qui est celui qui se tient derrière notre côté? C'est-à-dire, Empire britannique, tout empire que tu es, sache à qui tu as affaire. Tu n'as pas affaire à quelques juifs qui sont en train de rentrer bon an, mal an sur leur terre. Non. Tu as affaire à Kadosh Baruch Hu, Bichvodo ou Beatzmo. Naturellement, ça énerve beaucoup les Britanniques, ça énerve encore plus les Arabes. Et puis, la tension commence à monter. Pourquoi cela s'exprime? Cela s'exprime par des jets de pierre, des juifs qui prient, qui se font lapider, des juifs qui sont attaqués sur la route du Kotel. Il faut savoir que la route du Kotel, elle passe par les quartiers arabes. C'est pas si simple. Les Juifs se font attaquer. Le Rav Kook ne s'arrête pas à cet appel au monde entier. Il écrit une lettre à Pinchas Rutenberg. Pinchas Rutenberg qui est là dans ses bureaux à Haïfa, en train de construire ses centrales électriques. Tout d'un coup, il reçoit une lettre. C'est le Rav Kook qui l'appelle. Écoute, Pinchas, viens me voir. Le Kotel est en danger. Il faut que tu fasses pression sur les Britanniques. Tu as des relations à Londres. Top. Immédiatement, Pinchas Rutenberg prend sa voiture. Il arrive dans le bureau du Rav à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne veux pas savoir. Il y a des incitations incessantes des Arabes au Kotel. Les Britanniques ne sont pas de notre côté. Il faut que tu partes à Londres. Immédiatement, dans quelques jours, Pinchas Rutenberg prend le bateau. Il va à Londres. De Londres, il écrit immédiatement une lettre au Rav Kook. Il dit, écoute, les Britanniques, ils sont indifférents, ils ne comprennent pas. Il faut éveiller l'opinion internationale, l'opinion juive, l'opinion britannique, américaine. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe, c'est que le Rav Kook commence à écrire, et puis à ce moment-là, il y a des protestations qui commencent à arriver de Pologne, des États-Unis,
de l'Australie, de France, de partout, qu'est-ce qui se passe, quelle est la politique britannique, etc. etc. Donc, on arrive au Tisha B'Av et tout humilié qu'on est, on a entre-temps monté des comités de défense du Kotel. À la tête de ces comités se tient un professeur Yosef Klausner, l'oncle de Amos Oz, candidat à la présidence d'Israël au début, mais mal à la sorte, il était de droite. Alors, il n'a jamais été président, il était juste resté très bon professeur. Et d'histoire, du Beit Sheni, Bichlal. C'est ainsi que la nuit du 9 Av, des centaines et des milliers de jeunes gens organisés par le mouvement Beitari de Jabotinsky. Jabotinsky qui vient de revenir en Eretz Israël en 1928 et qui est maintenant à la tête, rédacteur en chef du journal Doar Hayom. Il a remplacé à la tête du journal Doar Hayom le fils de Ben Yehuda, Itamar Ben Avi, qui en était le rédacteur en chef jusqu'en 1928. Ensuite, il a donné son journal à Jabotinsky, et des centaines de jeunes marchant avec, dans ordre et avec, comment dire, un ordre très beitari. Ils arrivent au Kotel avec des drapeaux, ils chantent la tikva et ils prêtent serment. Et ils prêtent serment, et c'est un serment très important, on l'a déjà dit, et on va y revenir. Quel est ce serment? Un serment formulé par le Rav Kook. Shema Israël, Akotel Kotleinu, Akotel Echad. Ils reviennent dans la nouvelle ville. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont au Merkaz Arav. Ils racontent au Rav Kook, c'est ce qu'on a fait. Le Rav Kook, il vient de terminer Kriyat Megillat Echa. Le Shliach Tzibour a dit le Kaddish. Et puis, le Rav Kook dit, nous, qu'est-ce qu'il en est des jeunes? Ils sont là. Et les jeunes, ces jeunes, les Beitarim et tous ceux qui les ont rejoints, ils viennent au Rav Kook et ils lui racontent tout ce qui se passe, etc., tout ce qui s'est passé. Il est très, très ému. Il les a encouragés, etc., etc. Maintenant, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Les Arabes, pour eux, c'est un formidable prétexte pour réagir. Ils organisent une émeute dans le Kotel avec des milliers d'Arabes. Ils tabassent un juif qui est là-bas, qui est demi-mort, et la tension commence à monter. La tension commence à monter de manière très, très, très forte. Il y a des menaces ouvertes qui viennent des Arabes. On entend parler que des Bédouins sont en train de franchir le Jourdain, que des paysans arabes affluent vers Jérusalem, des villages avoisinants, et le Rav Kook et tout le monde est en attente de ce qui va se passer. Et pour finir, à peine quelques jours passent, et passe à peine une semaine, et les émeutes commencent à Jérusalem, comme je l'ai dit, à l'intérieur de la vieille ville. Ensuite, ils sortent de la vieille ville par la porte de Shrem, de Naplouse. Ils s'en prennent au premier quartier juif qu'ils trouvent sur leur chemin. C'est le quartier Nissan Bek. Ils massacrent quelques familles. Ensuite, ils essayent de prendre d'assaut la rue de Jaffa et Mea Shearim, mais ils sont repoussés.
Pourquoi? Parce que des Juifs s'organisent, certains d'entre eux, pas mal d'entre eux, qui sont des étudiants de la yeshiva de Merkaz Harav, qui s'organisent et qui le repoussent, mamash, qui leur jettent des pots de fleurs sur la tête, sur la rue de Jaffa. Et ça, c'est le premier jour des émeutes. Maintenant, arrive le second jour, c'est le vendredi. Le vendredi matin, le Rav Kook apprend qu'il y a eu un pogrom à Motza, en bas de Jérusalem, à l'entrée de Jérusalem, avec la famille de Maklef, fameuse famille de Maklef qui a été massacrée. Le père, la mère, tous les frères sauf un qui quelques années après va devenir le Ramatkal. Nachon, qui va devenir le Ramatkal. Mais ça se finit pas, ça s'achève pas ici. Pourquoi? Parce que le Shabbat, le matin, là, il y a différents récits de comment ça s'est passé. Là, entre les livres, j'ai vu en tout cas deux versions. Je choisis la version qu'il me semble que j'ai pris dans des documents plus fiables. Eh bien, c'est le secrétaire général ou c'est le président du comité national Vad Aleomi, c'est-à-dire véritablement le gouvernement juif, des Juifs de Eretz Israël, Vad Aleomi, qui à sa tête se tient le futur président Yitzhak Ben Tzvi, qui vient avec sa femme chez le Rav Kook, au Beit Harav, au Merkaz Harav, lui annoncer ce qui s'est passé. Lui annoncer ce qui s'est passé à Hebron. À côté du Rav Kook se trouve le Rav Aryeh Levin, qui raconte les choses telles qu'elles se sont passées. Je vais vous le lire. J'ai accompagné le Rav Kook à l'hôpital Hadassah. Hadassah, vous savez où ça se trouve? Ça se trouve juste en face du Beit Harav, là où se trouve aujourd'hui la Michlelet Hadassah. C'est-à-dire, vous traversez, pourquoi? Parce que là-bas, il y a un téléphone qui marche. Il faut savoir que les Britanniques ont coupé toutes les lignes téléphoniques. Il est impossible d'appeler à l'étranger, il est impossible d'appeler que ce soit, il est impossible d'appeler de Hebron à Jérusalem. Et c'est pour ça que ces deux Juifs qui arrivent de Hebron en autobus, qui seulement en autobus arabe, le Shabbat, qui peuvent annoncer ce qui s'est passé. Le téléphone ne marche pas. Les Anglais ont coupé le téléphone. Okay? Je l'ai accompagné au Beit Halim à l'hôpital Hadassah. Et c'est là-bas qu'on a pu appeler Hebron. Et il a commencé à entendre dans les détails ce qui s'y est passé. Je me rappelle de ces moments tragiques lorsqu'il a entendu les détails de ce qui s'est passé à Hebron et du nombre de personnes tuées, assassinées et blessées là-bas. Il a perdu conscience. Et puis quand il a repris conscience, il a commencé à pleurer, il a fait kriya, il a déchiré ses vêtements. On parle encore une fois de Shabbat, il a dit Baruch Dayan Haemet. Et puis ensuite, dans un second appel téléphonique, il a appelé le responsable britannique, le secrétaire général britannique, John Locke. Pourquoi est-ce qu'il doit appeler le secrétaire général? Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas le haut commissaire? Pourquoi? Parce que le haut commissaire, il n'est lui plus chancellor, lui non plus, il n'est pas en Israël. C'est-à-dire en Israël ne se trouve personne des dirigeants tant du Yishuv que des Britanniques. Alors il parle à ce juif converti, John Locke, et il lui dit, qu'est-ce que tu vas tu dois donner un ordre clair et limpide pour tirer sur les assassins. Réponse de Locke, pour une telle action, eh bien, je dois avoir une autorisation. Quoi?
rétorque le Rav Kook avec férocement pour sauver des vies innocentes qui sont pris et attaqués par des assassins, tu as besoin d'avoir une autorisation de tes supérieurs, c'est moi qui te donne l'ordre. Au nom de la conscience humaine et mondiale, c'est moi qui exige de toi d'obtempérer et de remplir ton obligation de défendre les vies des citoyens juifs de notre terre. Tout cela se passe le Shabbat, une semaine après, c'est-à-dire du 16-17 av 1929. Premier volet. Une demi-année après, dans une askara prononcée à Jérusalem aux Juifs tombés à Hebron, le Rav Kook dit les Juifs de Hebron n'ont pas besoin de askara. On ne va jamais les oublier. Ceux qui ont besoin, celle qui a besoin de askara, c'est Hebron. Nous, la chose dont on doit se souvenir, c'est Hebron. Il nous est interdit d'oublier Hebron. Pourquoi il dit ainsi? Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça fait 500 ans que les Juifs étaient à Hebron et qu'on a été jetés hors de la ville par les massacres de 1929. Autre rencontre très intéressante. Dans une soirée, etc., où il participe, il rencontre les hauts représentants britanniques en Israël, il rencontre le haut commissaire, qu'il invective et dit comment tu peux te permettre d'être absent d'Eretz Israël lorsque tu savais très bien ce qui risquait de se passer. Et puis l'autre de lui dire que je vais essayer de le mentionner, l'autre de lui dire mais vous savez, les Juifs aussi, ils tuent. Ce n'est pas que les Arabes qui tuent. Donc, il présente une image très symétrique. Le Rav de lui répondre, des choses n'ont rien de similaire, parce que le Juif utilise ses armes seulement dans le cadre de l'autodéfense, pas pour assassiner. Et l'anglais de lui répondre, mais cher rabbin, visiblement, vous ne connaissez que les âmes juives tendres qui étudient dans votre yeshiva. Vous ne connaissez pas les autres. Et le Rav de lui répondre, mais vous savez, tous les juifs, quels qu'ils soient, qu'ils étudient dans une yeshiva ou pas, ont entendu au mont Sinaï l'otirtzach. Tu ne commettras point d'homicide. Il n'y a pas de juif assassin. Il n'y a pas de juif assassin. À la même soirée, il refuse de tendre la main au secrétaire général de Locke, mais c'est quelque chose qui me semble très important de dire pour voir quelle est la position, quelle est la position du Rav Kook. Donc, bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après les pogroms? Eh bien, il y a des commissions. D'abord, la commission Shaw sur les émeutes britannique, commission britannique qui commence à siéger. Et
le Rav Kook, eh bien, on lui propose, dans le cadre de cette commission, que comme elle est venue rendre visite et recevoir le témoignage de Khadja Amin el-Husseini, elle est venue le voir chez lui, eh bien, elle est prête à se déplacer et recevoir le témoignage du Rav Kook au Beit Harav, chez lui. Et le Rav Kook, il refuse, il dit non, 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 c'est moi qui vais qui vais venir vous voir. Pourquoi? Pour deux raisons. Pour deux raisons. Première raison, parce que la vérité ne doit pas être baïchanite, ne doit pas être timide. Elle doit être entendue par tous. Ça, c'est première chose. Et Emet Enena baïchanit, velo partadit. Et la vérité ne doit pas avoir peur. Chénit, et chénit, deuxième chose, tout simplement par respect pour la commission. Donc, maintenant, entre-temps, les Britanniques exigent que, tant que la commission siège, eh bien, que le Rav Kook, que les Juifs cessent de venir prier au Kotel. Ma'abaya, quel est le problème? Ça va durer quelques mois. En attendant, ne venez pas au Kotel pour ne pas provoquer les Arabes, pour calmer un peu le jeu, etc. Encore une fois, c'est une question qui arrive au Rav Kook. Toutes ces questions arrivent au Rav Kook. Pourquoi? Parce que sans l'accord de la rabbanout, des grands rabbins, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et encore une fois, il dit non. Non. Ma piton, pourquoi? Parce que si on donne accord à cela, eh bien, le provisoire va devenir le durable. Il n'y a rien de plus durable que le provisoire, on le connaît. Donc, il refuse. Il refuse, encore une fois, dos au Kotel, il se met à dos les Britanniques, et c'est ainsi que ça continue. Maintenant, regarde. Donc là, on a parlé des événements de Yom Kippour 1928, Tarpat. On a parlé du Tisha B'Av. On a parlé ensuite des émeutes et des pogroms. Une semaine après le Tisha B'Av, 15, 16, 17 Av à Jérusalem, Motza, Hebron. On a parlé de la commission Shaw. Et regarde. Et c'est ensuite ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est regarde. C'est ensuite la commission internationale qui commence à siéger. C'est une commission internationale. Les Britanniques, ils ont dit, bah, écoutez, le Kotel, c'est quand même, ça appartient à l'humanité, donc c'est les représentants de tous les peuples. C'est véritablement la Société des Nations qui doit décider du sort du mur des lamentations, comme on peut imaginer l'appelait. Et bon, la commission, elle est formée en printemps 1930. Il y a 3 personnes qui y siègent, c'est un Suisse, un Suédois et un Hollandais. Ils viennent à Jérusalem pour recevoir les différents témoignages. Alors, ils reçoivent les témoignages arabes. On les a déjà entendus. Les Arabes disent, bah, écoutez, ça appartient au Waqf, El Bourak, Muhammad. Les Juifs n'y sont que par notre bonne volonté, par grâce, Chesed, etc. Il y a statu quo qui a été enfreint par les Juifs, etc., etc. Ils n'ont aucun rapport au Kotel. Le Rav Kook vient donner son témoignage devant la commission du Kotel.
Et puis, il lui dit la chose suivante. Il parle en ces termes. Tout d'abord, la Société des Nations. Mais dites-moi, c'est vous les propriétaires du Kotel? Les droits sur le Kotel, c'est à vous qu'ils appartiennent? Qui vous a donné ces droits? Qui vous a donné la compétence de décider de l'ordre de prière au Kotel et de dire à qui appartient le Kotel? Tout le monde entier appartient au Kadosh Baruch Hu, créateur du monde. Et le Kadosh Baruch Hu a donné au peuple d'Israël les droits de propriété sur la terre d'Israël et à plus forte raison sur le mur occidental. Et aucune force, aucune puissance mondiale, ni la Société des Nations et ni votre commission ne peuvent extirper notre droit, ne peuvent nous priver de nos droits divins sur le Kotel. Et ensuite, de continuer, le Rav Kook est de citer une halakha basée sur le traité de Bava Metzia, sur le din mityaesh, la loi de celui qui désespère de récupérer quelque chose qu'il a perdu. Et il dit que Yehush Baalim, le din de Yehush Baalim, des propriétaires qui ont désespéré de retrouver leur perte, eh bien, cette règle s'applique aussi à la terre. C'est-à-dire, si quelqu'un a été privé de sa terre et qu'il a oublié où ça se trouve, ça fait des années que ça s'est passé, il a désespéré, eh bien, la terre peut passer à un autre propriétaire. Ce lopin de terre peut passer à un autre propriétaire. Mais quand quelqu'un, le Rav Kook de continuer, quand quelqu'un, une fois qu'il a été volé de sa terre, n'a pas cessé de protester, eh bien, ses droits sur cette terre ne le quittent jamais. Ne le quittent jamais. Et le peuple juif, qui a été privé de sa terre par la force de Titus et de l'Empire romain, n'a jamais, pendant 1800 ans, jusqu'à son retour, cessé de protester. Donc, cette terre, elle appartient encore à nous et ce n'est pas à vous, Société des Nations, Commission du Kotel, Shmomission, Pomission, peu importe, qui pouvez décider à qui elle appartient. Cette même année, Elul 1930, pardon, il se trouve en vacances à Kiryat Moshe. Regardez, on parle de dates qui c'est les jours qu'on vit, c'est-à-dire les événements de Av et Elul. On est en plein dedans. On est Yud Gimel, Yud Dalet Be'elul, on est en plein dans c'est-à-dire quoi, 80 ans, 81 ans après. La commission internationale est en train de siéger et puis elle prépare ses résultats et ces résultats, eh bien, ne croyez pas qu'elle a été trop influencée par le témoignage du Rav Kook. Elle veut reconnaître le droit de propriété aux Arabes, aux Waqf, et reconnaître tout au plus un droit de prière aux Juifs. Et les Juifs, y compris le comité national, eh bien, on prend peur parce que nous sommes menacés, parce que
on essaye de nous faire comprendre par tous les moyens que, écoutez, chers amis, si vous ne renoncez pas à vos droits de propriété sur le Kotel, ça va aller mal pour vous. Ça va très mal aller pour vous. Et tout le monde est prêt à signer. Tout le monde est prêt à signer. Le comité national est prêt à signer. D'autres rabbins sont prêts à signer. Mais pour avoir l'accord, il faut avoir aussi la signature des grands rabbins. Et entre autres, il faut avoir l'accord du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Alors, ils viennent le voir, les gens viennent le voir. Là où il est, il prend quelques jours de vacances à Kiryat Moshe. C'est pas très loin du Merkaz Avav. Et là, je vous apporte un témoignage de ce qui s'est passé. Celui qui parle, c'est son fils, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Je me rappelle des jours de Elul Taf Reish Tzadik, 1930, Bekiryat Moshe, Yerushalayim, lorsque le Rav Kook s'est maintenu ferme au sujet du Kot. Combien on a fait pression sur lui? Combien on a essayé de le faire, de le faire chanter, de faire chantage, srita, en lui disant que s'il ne signe pas, eh bien, des vies humaines entières, dizaines de vies humaines sont mises en danger. Mais lui était comme un rocher qui n'a pas bougé de la montagne. Ne serait-ce que d'un seul centimètre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si vous voulez sauver des vies humaines et si vous voulez garantir la paix et la sécurité des vies juives, ce n'est pas par une faiblesse d'esprit et ce n'est pas par des concessions sur le côté. Ce n'est pas ainsi, en essayant d'apaiser nos ennemis, que nous allons avoir la paix. Au contraire, et de continuer, tant que cela tient à moi et à ma signature, je ne peux pas renoncer au cadeau divin, au cadeau que Akadosh Baruch Hu a fait au peuple d'Israël. Et c'est ainsi qu'on n'a pas renoncé au Kotel. Et c'est ainsi que, même si on n'a pas eu gain de cause dans les instances internationales, et à plus forte raison dans les instances britanniques, le peuple juif a sauvegardé son honneur. Des articles à ce sujet ont paru dans tous les journaux, tant dans les journaux de droite ou religieux que dans les journaux de gauche comme Davar, tant en Eretz Israël que dans le monde entier. Et puis on arrive à Yom Kippour 1930. Taf Reish Tzadik Aleph. Oui, en 67, oui. Taf Reish Tzadik Aleph. Et là, parmi les différentes résolutions qui ont été prises et qui ont eu force de loi royale en Grande-Bretagne, ce n'était pas une loi qui était passée dans la, entre guillemets, Palestine mandataire, mais c'est une loi qui est passée à Londres et qui a ensuite été naturellement mise en œuvre en Eretz Israël, qui disait quoi? Que ça appartenait, le Kotel appartient au Waqf, que les Juifs, tout au plus, ont droit de prière, il faut sauvegarder le statu quo, pas de chaise, pas de mechitzot, rien du tout.
Et clause numéro 5 de cette loi, pas de chauffard. Elle disait pas de chauffard. Interdit de sonner le chauffard. Et voilà qu'on arrive Yom Kippour, 1900, Tafresh Tzaddik Aleph, 1930, et qu'arrive le Rav Moshe Segal, qui cache son chauffard, ou quelqu'un d'autre cache son chauffard, et vient prier à Yom Kippour, et vient la Tfilat HaNeila, et vient Beshana Abba Yerushalayim, Abnouya. Et ensuite, quelqu'un sort son chauffard, et il souffle, ou toqué, il sonne, une sonnerie d'une puissance invraisemblable dans le chauffard. Et immédiatement, les soldats britanniques, les fameux Irlandais, ils font irruption, ils cherchent qui c'est, ils attrapent le Rav Moshe Segal, ils l'amènent à Kishla, Migrash Aroussim, ils l'internent. Ils l'arrêtent là-bas, et les étudiants, les élèves du Rav Kook, du Merkaz Arav, ils ont vu tout cela, ils viennent au Merkaz Arav, il dit au Rav Kook, vous ne savez pas ce qui s'est passé, il y a eu un chauffard, le Rav Moshe Segal, qui a actionné, etc., exactement, mais ensuite, il a été arrêté. Alors le Rav Kook, il dit, il a été arrêté, très bien, je continue de jeûner. Je continue le jeûne. Appelez Locke, dites-lui que tant qu'il ne libère pas le Rav Moshe Segal, le grand rabbin de Jérusalem, le grand rabbin de Eretz Israël, ne cessera pas, ne cassera pas le jeûne de Yom Kippour. Donc, pour finir, à minuit, à la sortie de Yom Kippour, on vient au Rav Moshe Segal, on lui dit, tu peux sortir. Qu'est-ce qui se passe, etc. Il vient, toute une foule qui vient l'accueillir. Qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait, etc. On lui raconte. On lui rend compte, et c'était là le début de son combat qui va continuer jusqu'en dans les années 40. Le combat du chauffard et du droit de sonner le chauffard au côté. Cette sonnerie du chauffard et toute cette lutte qui a été menée par le Rav Kook, vous venez de la mentionner, qui a été parachevée en 67 avec le chauffard du Rav Goren. Et cette lutte qui continue encore, pas seulement sur le Kotel, mais sur ce qui se trouve au-dessus du Kotel, elle contient vraiment comme en microcosme, en petit, toute notre lutte. La position du Rav Kook, elle n'était aucune symétrie entre nous et les Arabes. Aucune concession sur Sarid, la relique de notre temple. Aucune concession quant à notre droit divin sur notre terre. Au contraire, comme il l'a écrit dans Kotleinu, comme il l'a écrit, comme il en a témoigné devant les différentes commissions, tant Shaw que la commission internationale, adopter une position juive fière, ancrée dans la Torah et dans notre droit divin, pas seulement historique, mais divin sur cette terre. Si ça ne marche pas devant la commission, si ça ne marche pas dans 1 an, dans 2 ans, eh bien, ça marche à long terme. Zéo, c'est le Rav Kook, un grand dos Kotel face à l'Empire britannique. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de cette position, surtout qu'il faut se rappeler que c'était la position, pas d'un rabbin, ou pas même un grand rabbin d'Israël, c'était la position du Yishuv. C'était la position du peuple juif. C'était la position qui a été dite la voix
qui a été entendue par le monde entier comme la voix du peuple juif. Même s'il y avait d'autres voix qui étaient émises ou qu'on voulait faire entendre, c'était la voix la plus percutante et la plus décisive. Zéro, שאלות, questions, commentaires, משהו. Toda Rabba, on va permettre d'ouvrir les micros. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y a un musée qui s'appelle Plougat à Kotel dans la vieille ville, qui est assez récent et qui raconte justement ce Mahavak pour le chauffard. Est très bien fait, il est sous-titré en français. Donc je vous invite à aller dans ce musée. Il ne raconte pas l'histoire que tu as racontée du Rav Kook, mais il en raconte d'autres. Et je ne sais pas si c'est ouvert pendant le Corona, mais Kedai, très intéressant. נכון, ממש, ממש, ça vaut la peine. נכון מאוד. Et voilà, vous pouvez intervenir, chers amis. Je voudrais intervenir. Oui, Okay. alors je voudrais dire que je travaille à Beth Rav Kook, la maison du Rav Kook, que maintenant on est en train de faire les mirkesot, d'arranger. C'est l'Idiat Yerushalayim qui est en train de faire cela, de faire l'arsaka des mirkesot, mais que je fais moi-même personnellement des adrachot en français pour des groupes. Alors, on espère, Bezrat Hashem, quand le corona sera un peu plus bas, ben, vous êtes invités à venir visiter et on raconte toute l'histoire que le conférencier a racontée. Voilà, je voulais dire ça. Au 9 au Rav Kook. Yashar Koach, bien sûr, ça vaut grandement la peine. C'était passionnant, merci beaucoup. Vraiment passionnant. תודה רבה, אליעזר. Toda Rabba. Zéava. Toda Rabba les Koulam.